Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Nous ne sommes plus au temps où messieurs de Marseille parlaient haut. La citadelle leur a fait ouvrir les yeux et Saint-Jean leur donnera de l'entendement. Cette phrase de l'intendant du roi Nicolas Arnoul résume à elle seule ce qui a conduit l'autorité royale à construire le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean. Bien des siècles ont passé et désormais, depuis le 4 mai, après 360 ans de fermeture, le fort Saint-Nicolas, cet ancien fort militaire défensif, ouvre enfin ses portes. Mathilde Rubinstein, directrice déléguée de la Citadelle de Marseille, l'association en charge de la restauration et de l'ouverture au public du lieu, nous fait remonter le temps. Le fort a été construit à l'initiative de Louis XIV qui voulait mater l'esprit de trop grande liberté des Marseillais et qui a tourné du coup une partie des canons vers le port. C'est le reflet de cet esprit un peu rebelle de Marseille, puisque à la Révolution française, les Marseillais se sont emparés de leur Bastille à eux, donc le fort Saint-Nicolas, et l'ont carrément démantelé, reprenant les pierres pour aller construire leur maison, notamment dans le Panier. Puis par la suite, le fort, qui a été toujours militaire, va rester une constante dans le paysage marseillais, s'imposant à la fois aux Marseillais et devenant invisible parce que interdit aux citoyens. Et les pierres utilisées pour la construction du fort proviennent du Cap Couronne ainsi que de l'ancienne porte royale. Tout à fait. C'est pour ça que le fort a cette couleur un peu rosée et avec des pierres qui viennent de la couronne et qui sont coquillées, qui ont une texture très particulière, reconnaissable au fait qu'il y a beaucoup de sédiments dedans. Et ironie de l'histoire, il a été préservé par l'Assemblée nationale. L'Assemblée constituante, en effet, qui a accueilli Napoléon Bonaparte, à l'époque capitaine de l'armée de la Révolution, qui a demandé instamment à l'Assemblée constituante d'arrêter la destruction de ce fort parce qu'il en avait besoin pour se préserver des invasions maritimes des autres royautés européennes qui voyaient arriver la Révolution française de très mauvais œil. Lorsque Napoléon III, cette fois, est venu repenser l'urbanisme de la ville, il a souhaité accompagner le développement économique de cette rive du port en créant un accès direct à la mer. Et après plusieurs réflexion, il a décidé de couper le fort en deux, tout simplement, créant le boulevard dans l'Empereur, qui s'appelle aujourd'hui le boulevard Charles-Lion. Et les militaires ont rebaptisé, du reste, le bas du fort Fort Gantôme et le haut du fort Fort d'Entrecasteaux. Ce qui fait que techniquement, le fort Saint-Nicolas n'existe plus depuis le 19e siècle, mais c'est resté le terme utilisé dans l'esprit et dans la légende marseillaise. Et c'est donc celui que nous avons souhaité reprendre. Et si, après avoir été inaccessible au public pendant plus de 360 ans, ce fort militaire défensif est désormais un lieu de vie et de partage pour les nombreux amoureux de Marseille, c'est aussi grâce au groupe SOS. Jean-Marc Borrello, président du directoire de ce groupe, le premier dans l'économie sociale et solidaire en Europe, ne cache pas sa satisfaction. Il y a 40 ans, la première structure du groupe SOS ouvrait à la Corniche et 40 ans après, nous sommes toujours à Marseille puisqu'effectivement, je partage avec le maire la perception optimiste mais sérieuse que Marseille est la plus belle ville du monde. C'est en 2003 que la belle histoire a commencé à prendre forme avec un projet ambitieux. Utiliser la restauration de ce lieu d'exception comme un levier pour former, accompagner vers l'emploi les Marseillais en situation de précarité économique et sociale. Depuis lors, c'est à l'association Actavista ainsi qu'à son organisme Bao Formation qu'a été confiée la restauration des structures du bâtiment. Mathilde Rubinstein poursuit. La Citadelle de Marseille comme Actavista sont deux associations qui font partie du groupe SOS, d'économie sociale et solidaire. Et Acta est présente sur le site depuis 20 ans, remobilisant autour des métiers du bâti ancien à peu près 400 Marseillais par an qui viennent ainsi se redonner confiance, retrouver un avenir, se former et restaurer ce patrimoine exceptionnel dans les règles de l'art, puisque nous sommes aussi très accompagnés de par notre statut de bâtiment classé depuis 1969 par les services de la DRAC, PACA, les services techniques notamment, qui viennent valider en quelque sorte toutes les phases de restauration que nous faisons. Donc on est assez fiers de dire que la restauration, qui, malgré le fait qu'elle soit confiée aux personnes les plus fragiles de notre société, reste de très grande qualité.
Pourrez-vous nous préciser les différentes étapes de la restauration ? Alors jusqu'à l'arrivée de la citadelle, la restauration faisait l'objet essentiellement de supports de formation. Donc il y avait essentiellement des remparts ou des ensembles un peu disparates partout qui étaient restaurés. Aujourd'hui, l'essentiel des efforts ont été concentrés dans les jardins, puisque les jardins sont ces espaces qui vont être remis en partage aux Marseillais, donc proposés à la déambulation libre, un peu comme un jardin public, à partir du mois de juin, de mercredi à décembre, et tous les week-ends de mai. Pâquerette Desmottes-Ménard, directrice générale des associations Actavista, Bao Formation, mesure tout le chemin parcouru. Alors, ils sont plus de 7000 maintenant à avoir franchi les portes de cette citadelle pour venir participer à la restauration des éléments remarquables du patrimoine bâti de ce lieu, se former au métier de la restauration du patrimoine et aussi être accompagnés vers l'emploi par nos chefs de projet qui les aident à lever les freins et à définir un projet professionnel et ensuite à pouvoir rejoindre les entreprises du territoire qui recrutent. Pour l'association La Citadelle, il n'était pas envisageable de ne pas écrire cette nouvelle page de la Citadelle aux côtés des porteurs de mémoire. Parmi les prochaines étapes, la restauration du moulin qui, jadis, garantissait l'autonomie de la Citadelle et qui constituait donc un élément essentiel de celle-ci. Mathilde Rubinstein, directrice déléguée de la Citadelle de Marseille, indique. Le moulin, qui est un moulin du XVIIe, a été réaffecté en monument aux morts par le ministère de l'Armée après la Deuxième Guerre mondiale pour commémorer les soldats tombés au combat, mais aussi pour honorer la mémoire de Jean Zay, ce militant du Front populaire, ancien ministre de l'Éducation populaire, qui, en tant que résistant, a été arrêté par la France de Vichy, condamné par la France de Vichy et assassiné un peu plus tard, et qui a passé un certain temps dans les géoles du Fort Saint-Nicolas. Et donc oui, le moulin aujourd'hui à la fois est un témoin de l'histoire, un espace emblématique, et demain sera transformé en belvédère. La dimension du développement durable tient une place majeure dans le projet de la restauration. Les jardins de la citadelle, qui n'étaient pas vraiment des jardins mais un glacis militaire, n'ont pas été remaniés. Le lieu, qui accueille une faune et une flore endémiques, présente un très fort intérêt, notamment pour les écologues comme Isabelle Lafont-Schwab, écologue au laboratoire Population, Environnement, Développement à Aix-Marseille Université, laquelle insiste sur l'importance du travail d'équipe. Alors, en fait, ce qu'on a cherché à faire sur les jardins nord à la Citadelle, c'est d'utiliser des solutions fondées sur la nature pour pouvoir maintenir les sols qui sont en pente, alors qu'on sait qu'il y a une pollution résiduelle en métaux et métalloïdes, notamment en plomb. Cette pollution est éparse et ne permet pas de la gérer en escavant le sol, parce que ça serait condamner ce sol qui est vivant, mais on préserve ce sol et on le fixe par de la végétation. La végétation qui est en place, c'est une végétation spontanée, elle n'est pas suffisante pour elle n'est pas pérenne et ne fixe pas le sol en permanence. Donc notre action, ça a été de sélectionner des plantes qui sont métallophytes, c'est-à-dire pseudo-métallophytes, donc qui sont tolérantes à la pollution et qui sont locales pour pouvoir les installer et qu'elles fixent durablement le sol par rapport à la végétation annuelle qui est en place et qui dépérit à certaines périodes de l'année. Alors c'est un travail collaboratif avec des écologues, des chimistes de l'environnement de Aix-Marseille Université, mais aussi avec le lycée des Calanques. On a fait travailler les enseignants avec leurs élèves pour la collecte des graines locales et leur mise en culture et leur installation sur site. On a travaillé avec le bureau paysagiste concepteur, par ailleurs paysage, qui nous a aidé à l'agencement. Et nous, on a sélectionné en tant que scientifiques les espèces et le nombre de répétitions d'espèces qu'on voulait mettre pour pouvoir vraiment fixer le sol. Le supplément d'âme de ce lieu tient aussi à sa vocation désormais culturelle. D'ailleurs, la programmation ouvre la porte à des partenaires artistiques. Benjamin Langagne, directeur des publics et de la communication, vous donne quelques informations complémentaires.
La programmation, elle ouvre grand la porte à des partenaires artistiques, culturels qu'on aime, qui ont eu envie de proposer des choses ici, parce que le site est encore, c'est pas simple, c'est un site patrimonial, donc il faut l'habiller, il faut se plier à ses contraintes. Le 11 mai, on aura le festival Le Bon Air, qui est, je pense, le plus grand festival techno-électro de la région, qui a lieu à la Friche de la Belle de Mai le week-end suivant, mais ils font une série de off, les LBA off, dont ils viennent clôturer la semaine ici, avec des DJ locaux, voilà, les DJ un peu proches qui les entourent, donc une soirée plutôt électro. Ensuite, on aura le festival Oh les Beaux Jours, qui est le festival de littérature de Marseille que beaucoup connaissent déjà, qui là vient connecter avec nous notre travail d'écriture autour de la collecte de mémoire avec une écrivaine qui s'appelle Valérie Manteau, mais aussi proposer des ateliers, un conte pour les enfants. C'est la première journée du festival, donc elle se fait en partie ici. Ensuite, il y a plein de choses, mais on refait la fête de la musique avec le Conservatoire à rayonnement régional de Marseille. On accueille le festival La Rattrape début juillet. On a d'autres soirées dansantes avec le Twerkistan qui vont se faire. Il y a beaucoup de choses. Les jardins, on peut y flâner, pique-niquer, venir prendre une photo, s'allonger, jouer avec ses enfants. Voilà, j'ai un nouveau jardin public, quoi. Il y a le bar qui ouvre aussi. Et à partir également de début mai, les visites sont lancées. Donc on peut visiter le site sur des visites historiques patrimoniales. On peut venir avec ses enfants les mercredis pour faire une visite guidée spécifique pour les enfants entre 8 et 12 ans. Il y aura des explorations pataphysiques qui sont des manières un peu détournées de venir visiter le fort sous un format plutôt théâtre déambulé. Donc il y a plein de choses et plein de moments qui vont permettre de rentrer aussi à l'intérieur du fort à partir de début mai. Alors la pataphysique, pour les non-initiés, c'est une science imaginaire qui s'occupe de problématiques qui a priori n'existent pas. Nous voilà bien renseignés. Des expériences artistiques issues du programme de résidence d'artistes mené par la Citadelle depuis 2022 sont un accès libre dans les jardins comme l'exposition Terrain de rêve, le foot inclusif et plus jusqu'au 29 septembre. Écoutez l'enthousiasme du photographe Franck Pourcel. C'est une grande émotion en tant que Marseillais de venir dans ce lieu qui a été toujours fermé aux Marseillais, où chaque fois qu'on passait devant, on ne voyait que les murs des remparts, d'être accueilli, d'avoir passé du temps ici, d'être au contact. 6 mois de résidence ici, c'était pénétrer au cœur de Marseille encore méconnu et forcément d'y poser mes photographies, c'est encore un côté encore plus réjouissant. Un mystère voilà, de l'histoire de France aussi. Aujourd'hui, c'est un lieu qui s'ouvre à la culture, c'est un lieu qui s'ouvre aux Marseillais, c'est un lieu qui s'ouvre au monde entier. Donc pour moi, c'est une forme c'est vrai, une fierté d'être là dans ce lieu et d'y présenter non seulement mon travail, mais aussi que ce lieu du Fort Saint-Nicolas soit enfin ouvert et accessible à tout le monde. Promouvoir le football féminin, c'est d'autant plus important que les femmes peinent à trouver leur place également sur un terrain. Oui, tout à fait. On est dans une société qui petit à petit s'ouvre, et le foot en particulier. On voit sur les équipes nationales notamment, ou des grands clubs qui accèdent à des finales de Ligue des Champions, etc. au côté féminin, dans un domaine plus petit, dans les équipes locales, d'avoir ces garçons, ces filles venir jouer sur les terrains de Marseille, c'est réjouissant. C'est un jeu qui se déploie avec beaucoup de fascination, d'envie. C'est vraiment, elle caractérise vraiment la combativité, l'engagement et vraiment les valeurs du sport qu'on aimerait tous avoir, dans la loyauté aussi et le respect de l'adversaire toujours. Donc c'est vraiment des personnes qui m'ont réjoui de les voir, d'être à leur contact en permanence dans l'échec comme dans la réussite. C'est aussi voilà, c'est des jeunes filles qui ont envie d'aller de l'avant et de construire l'avenir, quelque part l'avenir d'une société
footballistique, mais aussi d'une société en général. J'ai plutôt tendance à travailler en noir et blanc. Je travaille encore avec la pellicule. Forcément, j'avais envie d'écrire une histoire qui se raconte aujourd'hui et maintenant. Une histoire où il y a une temporalité, c'est cette temporalité qui est précisément aujourd'hui. Le noir et blanc renforce plutôt une intemporalité, alors que là, on est vraiment dans quelque chose qui se construit avec les joueurs et les joueuses de l'association Must. Et moi, vraiment, ça a été un plaisir d'aller chercher ces couleurs, d'aller chercher ce mélange finalement, ce mélange coloré de joie, de fête, d'entraide, et la couleur le porte vraiment ces valeurs-là aussi. Les travaux de restauration colossaux demandent en général une enveloppe d'environ 2 millions d'euros par an, sans compter ce qu'Actavista produit de son côté. Et toute l'énergie déployée pour la mise en place de ces projets ne pourrait se faire sans partenaires institutionnels, mais aussi privés, comme tient à le préciser la directrice déléguée de la Citadelle de Marseille, Mathilde Rubinstein. Alors on a besoin du soutien de tout le monde, les partenaires institutionnels bien sûr, dans le cadre des politiques publiques de soutien aux monuments classés, mais pas que ça, des partenaires privés, notamment la fondation CMA-CGM qui nous accompagne depuis l'année dernière et qui est notre principal partenaire financier privé, ainsi que la souscription parce que c'est un patrimoine bien commun aux Marseillais, et donc on sait qu'il y a des Marseillais qui ont souhaité contribuer financièrement à ce projet, et donc c'est la souscription qui a été rendue possible grâce à la Fondation du patrimoine le permet. La ville de Marseille, propriétaire du site depuis 2010, a signé en 2021 un bail emphytéotique de 40 ans avec l'association La Citadelle de Marseille. Pour le maire Benoît Payan, soutenir ce projet d'envergure s'avère essentiel. Ce fort, il a 360 ans et pendant des années, il a surplombé la ville. Vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Les canons étaient tournés vers la ville, le fort a été fermé. Et depuis 20 ans, c'est un chantier de réinsertion porté par le groupe SOS, par Actavista. Et on voit aujourd'hui que ce fort, il va s'ouvrir aux Marseillaises et aux Marseillais. D'abord, il y a des milliers de petites Marseillaises et de petits Marseillais qui ont été formés, qui ont appris un métier merveilleux, qui ont appris à travailler avec leurs mains, qui ont avancé et qui nous proposent aujourd'hui de venir à la rencontre d'un endroit inattendu, merveilleux, où il va y avoir des activités culturelles absolument incroyables, où il va y avoir une ouverture sur la ville merveilleuse. Et d'ici, mais regardez cette vue. D'abord, c'est la plus belle ville du monde, avec un nouveau point de vue sur la plus belle ville du monde. Et ça, c'est merveilleux. Se dire que pendant 360 ans, ça a été fermé et qu'enfin on l'ouvre, c'est pour nous toutes et pour nous tous une grande fierté. Et pour le maire que je suis, à quelques jours de l'arrivée de la flamme olympique, voir ce site exceptionnel, merveilleux, où de jeunes apprentis qui sont arrivés d'horizons complètement différents, qui ont grandi ici, qui nous proposent de voir les merveilles qu'ils ont réussi à faire, c'est une double fierté. Avec une dimension éco-responsable. Mais ici, l'écologie est au centre de tout. Le réemploi des pierres, le circuit court, le travail où on préserve l'environnement, les jardins qui vont être partagés, le travail sur la culture, le travail sur le patrimoine, tout ça est merveilleux. Depuis la signature du bail fin 2021, l'ensemble des travaux réalisés et en cours de réalisation représente 4,2 millions d'investissements. Le statut de monument classé et le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur a permis de mobiliser 1,5 million d'euros autour de la restauration du patrimoine bâti. La préfecture de région, qui figure parmi les autres partenaires institutionnels, était représentée par Baptiste Roland, préfet délégué pour l'égalité des chances. La préfecture de région donc, est évidemment au nom de l'État associée au projet de Citadelle. C'est une opportunité pour l'État en fait à deux titres. Premièrement en termes d'appui sur toute la rénovation du site. Donc ça s'est fait par la direction régionale des affaires culturelles qui dépend du préfet de région. Donc pour ainsi dire, c'est quand même plus de 2 millions d'euros qui ont été investis ici pour restaurer les bâtiments. Et surtout, c'est une convention qui vient d'être signée avec le maire de Marseille pour justement l'avenir culturel du site, 3,3 millions d'euros. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement intéressant pour l'État dans ce projet. Et comme ce projet, c'est un projet finalement un peu mosaïque en termes de politique publique, il y a un second qui
à titre personnel, me tient beaucoup à cœur, puisque je suis le nouveau préfet délégué à l'égalité des chances. Il s'agit en fait de tout le volet insertion. Et en fait, vous avez eu avant moi le président du groupe SOS ainsi que le maire. Ce sont donc plusieurs centaines en fait de personnes qui étaient généralement très éloignées de l'emploi, très éloignées des différentes structures, qui ont pu venir travailler ici dans ce que l'on appelle un chantier d'insertion. Et là, pour le coup, l'État y a investi plus de 2 millions d'euros, ce qui représente à peu près 100 emplois différents. Et ensuite, tous les partenaires de l'État vont suivre ces personnes pour s'assurer, comme l'ont expliqué les directrices, que ces personnes puissent vraiment rester et continuer sur le chemin vers l'emploi et l'autonomie. La région Sud accompagne la Citadelle en investissement sur tous les aspects du projet. Cet investissement se traduit à la fois par de l'ingénierie et aussi par des investissements à hauteur de près d'1 million d'euros depuis 2021. Pour Christophe Badrol, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux, risques du conseil régional, cet investissement prend tout son sens. La région est sur tous les projets portés par la Citadelle, que ce soit effectivement la rénovation, mais aussi le développement des jardins qui seront rendus au public dans quelques semaines, mais également l'accompagnement des personnes bénéficiaires avec le groupe SOS, des tailleurs de pierre. La région, c'est un des beaux projets que nous portons avec Renaud Muselier pour Marseille. La métropole est également engagée, comme le mentionne Daniel Gagnon, vice-président en charge de la culture et des équipements culturels de la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous sommes un partenaire institutionnel qui finance dans le cadre d'investissement. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans le cadre de projets subventionnables, mais nous avons par contre un projet d'utiliser la Citadelle donc d'ici la fin de l'année, car nous souhaitons organiser un salon du livre méditerranéen. Donc le lieu, maintenant qu'il a été bien rénové, correspond, disons, au point de vue accueil public, à la jauge que l'on voudrait, parce que c'est quand même un événement qui pourrait attirer plusieurs milliers de personnes. Depuis le 4 mai, les Marseillais ont donc repris la Citadelle, leur Citadelle. Pour avoir accès à la totalité du site, il faudra encore patienter jusqu'en 2030. Mais au regard des 360 années, ce n'est rien. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site citadelledemarseille.org. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.